Xavier Hofer, cela fait plusieurs jours que le quartier des Grésilles à Dijon est en proie au feu et aux flammes, en cause on va dire des gangs nord-africains locaux aux prises avec des dizaines de Tchétchènes. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ce conflit qui démarre au cœur de la République? Alors, d'abord, une petite incidente pour élever le débat. Cela fait 50 ans que nous avons en France un dispositif qui s'appelle la politique de la ville, qui est destiné à éviter justement que ce genre de situation que vous décrivez ne se produise. À quoi ça a servi? Ça a consommé des dizaines de milliards, ça a nourri d'innombrables escrocs à la pacification des cités, vous savez, les antiracistes monochromes, etc., tout ça, les grands, ouais, et des travailleurs sociaux en grand nombre aussi, et ça n'a naturellement servi à rien, sauf à enrichir des voyous et plus largement des escrocs. Voilà, alors il faut commencer par le dire, ça, c'est l'échec de la politique de la ville. Mitterrand, Macron et tout ce qui a entre, 50 ans, des milliards, tout ça n'a servi à rien. Alors maintenant, la réponse lui précise, c'est évidemment, clairement, et sans hésitation ni murmure, une guerre de gangs. C'est-à-dire que tout bandit, par nature et par essence, est territorial. La mafia est territoriale, les cartels sont territoriaux. Les voleurs de poules ont leur poulailler attitré, et donc c'est leur poulailler à eux et pas les poulaillers à les autres. Et naturellement, les Tchétchènes et les Maghrébins en question sont comme les autres. Ils sont territoriaux. Si quelqu'un vient les chatouiller sur leur territoire, eh bien c'est la guerre. Alors d'abord des embrouilles, d'abord on se fait brûler les voitures, après ça on caresse un peu un petit frère en lui expliquant qu'il n'a rien à faire dans le coin, et puis après ça, il déboule avec les barres de fer, les kalachnikovs et tout. C'est ça qui s'est produit et rien d'autre. J'ajoute qu'au même moment, on en parle moins, mais la même situation se déroulait à Nice et à Nîmes. C'est-à-dire que maintenant, ça gagne peu à peu toute la France. Voilà, Castaner a gagné. Alors, autant les trafics, disons, dans les cités, les trafics de Nord-Africains, c'est connu et je pense que le grand public n'a rien découvert. En revanche, je pense que le grand public a découvert l'existence, effectivement, de ces gangs tchétchènes, donc originaires de Tchétchénie, donc de Russie. Donc, clairement, beaucoup, a priori, ont le statut de réfugiés politiques. Qui sont ces bandes de Tchétchènes, en fait, qui font la loi au niveau du trafic de drogue et qui s'imposent comme des patrons dans ce domaine? Alors, il faut bien comprendre que la Tchétchénie, dans les années 90-2000, a connu une guerre civile très grave à laquelle les Russes ont mis fin sans douceur particulière. Et je connais le général qui a dirigé la deuxième guerre de Tchétchénie. J'ai été le voir à Moscou. C'est pas un enfant de cœur, hein. Voilà. Donc, beaucoup de Tchétchènes sont partis à l'étranger et ils ont été un peu à l'aventure et ils se sont incrustés là où on les laissait s'incruster. Plusieurs pays ont dit merci mais non merci, parce que il n'y a pas de chromosome de la violence ou de la méchanceté, etc. Mais songez que les gaillards en question ont derrière eux 10 ans d'une guerre civile où ils ont pu apprendre à se servir absolument de toutes les armes de guerre, où ils ont pu, c'est le sens strict du terme, s'aguerrir. Et donc ces gens-là, ceux qui sont dans le crime, si vous voulez, sont fort dangereux. Ils sont fort dangereux. Je ne vais pas trahir un secret d'État, mais j'ai travaillé dans le temps sur la mafia albanaise et des amis policiers d'un pays voisin de la France m'avaient fait écouter des tapes d'écoute où il y avait des Albanais qui parlaient entre eux, des mafieux albanais, vous voyez, c'est déjà assez dans le danger, et qui disaient « oulala, les Tchétchènes, non, eux, ils sont vraiment méchants ». Bon, alors, quand des mafieux albanais disent que des gangsters tchétchènes sont méchants, il faut les croire. Ces gens-là savent de quoi ils parlent. Et donc, bien entendu, si ça se trouve, parmi les 15 000, 20 000, on n'en sait trop rien parce qu'elle est clandestin, vous pensez bien, mais sur les 15 000, 20 000 Tchétchènes qu'il y a en France, il y a de braves gens qui voulaient sincèrement fuir la violence et, comme dirait Marie-Claire, refaire leur vie ailleurs, etc. Mais il y a aussi des bandits, et ce sont les jeunes bandits de la communauté A qui, pour le contrôle d'un territoire, pensez donc à Dijon. À Dijon, dans le temps, quand on volait un canard, ça faisait le grand titre des journaux. Alors maintenant, vous avez des gangsters halogènes qui s'affrontent. Et voilà, à un moment donné, ça fait une petite émotion. Mais dans 8 jours, on parlera d'autre chose. Telle est la réalité de la France d'aujourd'hui.
Une réalité que le grand public a découvert, en plus, en même temps que se situent des manifestations antiracistes où on serait dans un pays qui utiliserait un racisme systémique, où tous les blancs de ce pays auraient un privilège blanc. Finalement, c'est le réel versus l'idéologie là qui s'est tramée d'un point de vue médiatique. Alors, je suis sidéré. J'essaye de rester sur le terrain du bon sens. J'essaye de ne pas sombrer dans les provocations et les absurdités de clans de gangsters qui sont l'exact équivalent des Dalton. Vous savez, dans le temps, voilà, il y a les 3-4 frères qui sont les gangsters. Et puis là-dedans, pour les Dalton, c'était une maman, Ma Dalton. Maintenant, c'est une sœur et qui est là pour protéger les autres des rigueurs de la loi. Et donc, quand je vois le ministre de la Justice lécher les pieds, je suis poli là, Marc, hein, à la frangine en question et à tout ce qu'elle représente comme capacité de gangstérisme, je suis un peu sidéré. Mais enfin, le bon sens, Marc. Il y a des quartiers où, soyons une fois de plus modérés dans nos propos, l'immense majorité de la population est issue de l'immigration. Si vous allez dans ce quartier là, et si vous êtes policier, et si vous n'avez plus le droit d'arrêter aucun immigré, qui vous arrêtez? Personne. C'est naturellement absurde. Et bien entendu, la seule possibilité en pareil cas, c'est de retourner à la loi, à savoir qu'il y a des infractions, et quand une infraction a été commise, on la poursuit, quel que soit l'individu, le malfaiteur qui ait commis l'infraction en question. J'ai jadis signé avec mon ami Goldnadel et puis un garçon qui était issu d'une famille de harkis, un éditorial dans le Figaro, une tribune libre dans le Figaro, où on disait que le fait d'avoir été victime du colonialisme et subi familialement un génocide n'ouvrait absolument aucun droit à attaquer les banques ni à vendre de la drogue. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Les gens ont peut-être subi des torts, qu'ils le disent et qu'on voit exactement comment en prendre conscience et comment régler ces problèmes-là s'il y a des problèmes à régler, si tant est que ce soit vrai. Et puis après ça, laissons la justice se faire. Tout le reste est absurde. Alors, on en vient à la phrase de Castaner, on va pas épiloguer dessus, tout le monde l'a déjà fait, sur l'émotion qui supplante la loi. Tous ces faits, ces manifestations et ce qui s'est passé à Dijon, ça intervient dans un contexte finalement d'effondrement du pouvoir régalien de l'État et de la fin, enfin de l'acte de décès du vivre ensemble. On ne comprend pas d'ailleurs comment les gens ne s'en rendent pas encore tout à fait compte. Le vivre ensemble en France, c'est une idéologie qui est aujourd'hui décédée en fait. Ça n'a jamais eu le début d'un commencement d'existence autre que dans les colonnes de Libération. Alors, pitié, ne me faites pas commenter les propos de Castaner. Vous et moi, depuis des années, répétons à l'envi que c'est un nul. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, tout le monde s'en est rendu compte. Nous avons été des pionniers dans la révélation de cette triste vérité et espérons que rapidement, on sera débarrassé de cet âne, quoi. C'est un scoop pour personne. Donc en réalité, oui, pour vous, le vivre ensemble est un vœu pieux, quoi. Mais ça n'existe jamais et nulle part. Le vivre ensemble, une fois, il y a un ministre néerlandais qui a fini par faire une colère avec des journalistes ou même certains des employés du ministère qui lui disaient le multiculturalisme. Il a dit « Donnez-moi un exemple de multiculturalisme qui fonctionne, qui marche ». Il n'y en a pas eu un seul de ces exemples qui a pu lui être donné. Ça ne marche nulle part et jamais. Plus une société est hétérogène et plus elle est criminelle. Comprenez ? Prenez par exemple le pays le plus hétérogène du monde, la Guyana. C'est un cloaque. Il y a que des trafiquants, des bandits, des gangsters, toutes sortes de pédophiles, tout ce que vous voulez. Tout le monde se réfugie là-bas. Voilà. Alors, quand un pays est homogène, il y a des formes de criminalité, mais elles n'affectent pas la population. Exemple, en Sicile, il y a peu d'étrangers, au Japon, il y a peu d'étrangers, il y a des mafias. Mais les mafias ont une règle, elles ne s'en prennent pas à ce qu'ils appellent les civils, c'est-à-dire les gens dans la rue, ils règlent leurs problèmes entre eux, et puis voilà. Mais dans les pays hétérogènes, il y a naturellement une criminalité des rues, et même aux États-Unis, le multiculturalisme n'existe pas. J'ai vécu dans ce pays, j'y ai enseigné, et même dans des universités prestigieuses. J'y ai passé des mois. Je peux vous garantir que les Blancs et les Noirs aux États-Unis vivent sur deux planètes différentes.
Ils ne se fréquentent qu'en dehors du strict minimum, c'est-à-dire, ouais, on a un boulot, alors mon chef de service, ok, je suis obligé, mais en dehors de ça, ils ne se voient pas, ils n'ont pas les mêmes lieux d'habitation, ils ne vont pas dans les mêmes écoles, ils ne parlent pas l'anglais de la même façon, ils n'ont pas le même accent, ils n'ont pas le même argot, ils n'ont pas la même culture, et ils vivent sur deux planètes différentes, doucereux, sournois, faussement bienveillant, mais il y a quand même un apartheid aux États-Unis. Alors, qui ne viennent pas nous donner des leçons sur la manière de traiter nos propres minorités, quoi. Alors, dernière question, Xavier Hofer. On l'a bien vu, donc ce conflit entre Tchétchènes et Maghrébins, c'est évidemment sur fond de trafic de drogue. On a bien vu que le conflit racialiste qui est en train d'être importé en France vient des États-Unis. Néanmoins, est-ce qu'une américanisation de la France à ce niveau-là, au niveau communautaire, est-ce que c'est un scénario envisageable ou est-ce que l'esprit français ne peut pas être l'esprit américain là-dessus ? La situation est totalement différente. Vous comprenez que les États-Unis ont une situation dont ils ne peuvent pas s'extraire, et la grande différence entre la population... Enfin, tout le monde est immigré aux États-Unis, à part les derniers peaux-rouges qui n'ont pas encore été massacrés ou qui ne sont pas encore morts de faim. Mais pour le reste, tout le monde est immigré. Mais les Noirs ont une différence gigantesque avec toutes les autres formes d'immigrés qu'il y a aux États-Unis. Ils y ont été traînés contre leur gré. On les a mis dans des bateaux et on les a transportés de l'autre côté. C'est ça la différence. Les immigrés qui sont chez nous, bon, alors ils peuvent dire oui, il y a eu les guerres coloniales, etc. Mais il n'y a pas ce choc initial terrible et irréparable. Alors, d'après moi, comme le choc est consommé, que naturellement, il est impossible que les États-Unis règlent le problème de la minorité noire autrement qu'en essayant de faire le plus de concessions possible. Ils ont essayé au 19e siècle. Vous savez, ils avaient créé un pays en Afrique qui s'appelle le Libéria, hein, et ils ont essayé d'y renvoyer, mais personne n'a voulu y aller. Et ceux qui ont été renvoyés là-bas sont morts de faim parce qu'ils avaient perdu les réflexes, ils ne savaient plus faire. Et puis, en plus de ça, les Noirs des États-Unis ont de gros problèmes existentiels avec des Noirs d'Afrique. On parle d'Autant t'en emporte le vent. Hein, vous savez, à un moment donné, il y a la nounou là, de l'héroïne, et quand elle s'adresse au petit garçon de sa patronne, et que le petit garçon fait une colère ou se roule par terre, elle se conduit mal, elle lui dit « tu te comportes comme un Africain ». Elle-même, elle est complètement noire, quoi. Voilà. Donc, c'est deux cultures différentes. Ils ne peuvent plus retourner là-bas. Aux États-Unis, ils n'ont jamais été admis. Ils ont le droit de faire du sport, ils ont le droit de faire du rock'n'roll, ils ont le droit de faire de tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas dans la société admis. Et donc, ça leur pose ce problème irrémédiable. Alors, comme ils n'arrivent pas à corriger ce problème chez eux, ben, ils essayent pardon du terme, de semer leur vérole chez les autres, quoi. C'est-à-dire de nous l'importer en Europe.